bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour non pas une vidéo news comme je fais très souvent, mais plutôt une vidéo review d'un pay-per-view. Ça fait des mois que je vous... Enfin oui, au moins 2 mois que je vous promets de faire des reviews. Euh, je me suis dit allez, faut que j'y aille, faut que je tente. Surtout que c'est vraiment le moment. Actuellement au niveau des news, on tourne beaucoup en rond. Il y a peu de news intéressantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas fait en fin de semaine. Je vous avais dit que j'allais en faire une, finalement j'en ai pas fait. C'est tout simplement car les news sont très similaires. Il y a peu de news crédibles. Parce que forcément, plus on rapproche de WrestleMania, plus on a des news voilà, qui sont pas forcément très crédibles. Donc ben du coup, j'ai décidé de faire un review, parce que ça fait longtemps qu'on m'en a demandé. Et j'en ai beaucoup à faire, donc de toute façon, je pense que pendant les prochaines semaines, je vais faire une vidéo par semaine qui sera en fin de semaine. Je pense que je ferai comme ça parce qu'à à partir de lundi, j'aurai beaucoup moins de temps libre, donc je serai obligé de faire comme ça. Mais bon, non, on va passer tout de suite aux reviews. Et je vais commencer donc mes reviews, parce que j'en ai une paire, avec le Royal Rumble 2012. Royal Rumble qui se tenait à Saint Louis, Missouri, au Skull Trade Center, devant 18 121 personnes, ce qui est un bon chiffre. C'était le 29 janvier 2012, voilà. Et sans plus tarder, on va... Ah oui, et le thème du pay-per-view, c'était Dark Horses de Switchfoot, un thème que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le genre de thème qui passe crème pour un thème de pay-per-view. Et on va commencer, on va attaquer le premier match de la soirée. On commençait fort puisque c'était un triple threat match dans un steel cage match pour le World Heavyweight Championships avec à l'époque Daniel Bryan en heel. Ça m'a fait vraiment bizarre de le revoir à cette époque-là sous les huées. Il affrontait donc deux mastodontes, Mark Henry et le Big Show. Ce pay-per-view, ça fait exactement 3 ans que je ne l'avais pas vu, je l'avais jamais rematé. Et si je l'avais maté en live, j'avais encore quelques souvenirs du show, mais pas en entier. Ce match-là, je me rappelle de tête, je l'avais pas trouvé très bon. Et c'est vrai que sincèrement, le match en fait est assez lent pendant toute la durée du match, qui dure 9 minutes 7 secondes pour être précis. C'est vrai que bon déjà le match est pas très long. En plus de ça, je l'ai trouvé très lent. En fait, le match, c'est comment dire, il y a un catcheur qu'on a quasiment pas vu dans le match, c'est Mark Henry, que j'ai vraiment trouvé complètement absent du match. Je l'ai quasiment pas vu. C'est vraiment Daniel Bryan et Big Show qui ont tenu le match à eux deux, sachant que les 3 quarts du match se résument à Big Show qui balance Daniel Bryan dans la cage. C'est vrai que c'était pas un match terrible. En gros, je vais vous résumer à la fin ce qui s'est passé, parce que sincèrement dans le match, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, à la fin, bon, Bryan se fait balancer pendant tout le match contre la cage. À la fin, le Big Show porte un KO punch sur Mark Henry. Il fait le tomber. Finalement, Daniel Bryan casse le comté. Finalement, Daniel Bryan s'enfuit en courant parce que Big Show était énervé. Donc en fait, il s'enfuit, il monte sur la cage. Il grimpe sur la cage. Il arrive à se... Le Big Show le rattrape, le tient par une jambe, si je me trompe pas. Finalement, il arrive à lui mettre des coups de pied. Donc il est quasiment sorti en fait, tout son corps était à l'extérieur de la cage. Il était seulement retenu par la main du Big Show. Et finalement, le Big Show lâche. Donc finalement, Daniel Bryan conserve son titre. Euh, Sincèrement, opener vraiment très moyen. Un match assez lent. Ça aurait pu être un excellent match si vous auriez enlevé Big Show, si vous auriez mis un poids moyen. On aurait pu avoir un excellent match. Malheureusement, deux poids lourds avec un poids léger, c'est voilà. Donc voilà, donc ce que j'ai pensé de ce match pour un opener, c'était pas terrible. Ça te met pas forcément, ça te donne pas forcément envie de rester quoi. Après, il y avait d'autres matchs qui ont donné envie plus tard dans la carte. Et mais voilà, on commence sur Royal Rumble vraiment, vraiment tout doucement. Ensuite, on va entamer un deuxième match qui me donnait non plus pas forcément envie de continuer, puisque c'était un match de Diva
puisque c'était un 8 Divas Tag Team Match opposant donc Beth Phoenix, Natalia et les Bella Twins. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile de les reconnaître, puisqu'à l'époque, Brie et Nikki Bella avaient la même poitrine, ça c'était avant, qui affrontaient Kelly Kelly, Eve Torres, Alicia Fox et Tamina Snuka. Match qui a duré 5 minutes 30. Euh, Disons que j'ai trouvé le match assez moyen. Sincèrement, il était pas terrible. Ce que j'ai noté, parce que ouais, j'ai mis vraiment des notes en fait pour chaque match, ce qui m'a marqué. Là, j'ai noté que la fin pour les deux premiers, donc c'est vraiment que le match m'a pas inspiré. Donc en gros, à un moment, si je me souviens bien, il y a deux divas, ça doit être Eve Torres et une autre diva, je me rappelle plus qui sont envoyés à l'extérieur. Et finalement, ensuite, ça part en catfight euh, à l'extérieur. Finalement, Kelly monte sur la troisième corde et saute dans le tas, ça fait un strike. Finalement, ensuite, le temps que tout le monde se remette de ses émotions, elle se relève. Elle prend, ça doit être Nikki Bella. Bah, c'est Brie ou Nikki Bella, de toute façon, sans ses implants mammaires, on voit pas la différence. Elle la remet dans le ring, en fait, finalement, Brie Bella, non, bah, de toute façon, la Bella, on va dire. Je vais l'appeler la Bella, parce que je ne sais pas c'est laquelle. Elle envoie Kelly, en fait, elle la contre, elle l'envoie dans la deuxième corde, donc elle se la prend dans la gorge. Et finalement, en fait, elle se relève, et là, Beth Phoenix lui fait un tag monumental, quoi. C'est limite si elle lui a pas déboîté l'épaule. Beth Phoenix qui monte dans le ring, qui prend Kelly, et qui lui porte son glam slam. Un, 2 et 3 victoires donc des Heels, à savoir l'équipe Beth Phoenix, Natalia, et les Bella Twins. Euh, Notamment, enfin, ce match m'a fait rappeler qu'elle me manquait beaucoup Beth Phoenix, parce que l'air de rien, c'est, je pense, dans l'ère récente, peut-être la dernière grande championne des divas qu'on ait eue. Enfin, vraiment prestigieuse, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Quand vous avez Beth Phoenix en face de vous, voilà. Moi, je pense que voilà, c'est la dernière grande championne des divas qu'on ait eue. Après, oui, AJ a été une grande championne, mais mettez Beth Phoenix contre AJ, est-ce que vous trouvez que ce serait crédible? Pour moi, non. Je veux dire, Beth Phoenix, à l'époque, je mets une droite, AJ, elle est finie, quoi. Clairement, il y a même pas il y a même pas photo, quoi. Je veux dire, un bras de Beth Phoenix, ça fait les deux jambes de AJ. Donc, ouais, ça m'a fait le plaisir de voir quelques divas, et puis, bah, encore une fois, un match franchement moyen, quoi. Ensuite, on va entamer le troisième match de la soirée, et celui-là, je m'en rappelais un petit peu. Disons que le match en lui-même, je m'en rappelais pas, c'était plutôt l'après-match que je me rappelais. Puisque John Cena affrontait Kane. À l'époque, Kane était, si je me souviens bien, venait de revenir dans le roster. Il avait une petite absence, il était revenu avec son masque. À l'époque, je me rappelle que, avec des potes, on misait beaucoup sur Kane, on pensait qu'il allait vraiment redevenir un main eventer. C'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce retour de Kane avec son masque et tout. Il y avait vraiment un gros potentiel là-dessus. Et pour moi, ils l'ont pas très très bien utilisé. Euh, donc en fait, le match en lui-même a duré 10 minutes 56. On va dire 11 minutes, on va arrondir. Moi, j'ai trouvé le match bon. En fait, le match était vraiment correct entre les deux. Et voilà, il y avait des prises basiques, voilà, il y avait rien d'exceptionnel. Mais je veux dire, franchement, franchement, il était bien, quoi. Il était, voilà, il tenait la route, quoi. Et en fait, voilà, la fin, encore une fois, a tout gâché. Puisque, en fait, Kane et Cena étaient à l'extérieur, ils ont continué à se fight. Et compté à 10, ils ont continué à se fight hors du ring, donc forcément, double count out. Donc, pas de vainqueur au final. J'étais vraiment déçu de la fin. Je me rappelais plus que ça se finissait comme ça. Je pensais qu'il allait avoir une disqualification. Je pensais pas que ça allait être un double décompte extérieur. Donc j'ai été vraiment surpris et déçu. Parce que pour moi, ce match aurait dû se finir sur une victoire de Kane. Parce que voilà, je veux dire, voilà. Donc le match en lui-même, du coup, je l'ai trouvé moyen. Parce que pour moi, la fin est très très importante dans un match de catch. Et là, clairement, j'ai été extrêmement déçu de ce match. Par contre, l'après-match, j'ai beaucoup aimé. En fait, en début de show, on a vu Zack Ryder qui était, à l'époque, il s'était fait, on l'avait revu dans une vidéo récapitulative, pardon, du show, enfin de Raw, quoi.
On avait vu Kane qui avait démoli Zack Ryder. Et à l'époque, il y avait une genre de storyline entre Eve Torres, Cena et Zack Ryder. Je sais qu'à un moment, Ryder était amoureux de Eve et ouais, c'était un truc dans les feux de l'amour, quoi. Et en fait, bon, on voit Zack Ryder arriver en fauteuil roulant et accueilli par John Laurinaitis, qui est comment dire, qui lui avait fait une salle exclusivement réservée à lui. Donc en fait, voilà, on l'a vu qu'il était rentré dedans avec Eve, quoi. Enfin, après Eve est parti forcément. Donc en fait, les deux, Kane et Cena, ont continué à se fight dans les backstage. Et au final, voilà, on voit Kane qui prend le dessus sur Cena en lui assénant 4-5 gros coups de chaise dans le dos. Donc Cena reste à terre. Et finalement, Kane se relève la tête et voit que sur la porte il y a écrit, enfin en gros c'était écrit Zack Ryder Home, quoi. Enfin en gros c'était ça un petit peu, enfin Zack Ryder Room, quoi. Donc du coup il enfonce la porte. C'était bien badass d'ailleurs. Finalement ensuite il arrive, il fait un genre d'étranglement à Zack Ryder, donc Zack Ryder perd connaissance. D'ailleurs c'était pas très crédible, parce que bon il a perdu connaissance en peut-être 4 secondes top chrono. Ça par contre c'était pas très très crédible, hein, mais bon. Finalement ensuite il prend le fauteuil de Zack, et Zack avec, le ramène sur le ring. Finalement il commence à le faire tomber de son fauteuil. Il était sur le point de l'agresser, finalement on a Yves Torres qui débarque en courant, qui supplie Kane en pleurant, qui lui supplie de ne pas attaquer Zack. Et finalement Kane à l'époque était vraiment un monstre, et prend Zack et lui fait le Tombstone Pile Driver. Et finalement, juste derrière, on a John Cena qui revient des backstage pour essayer de stopper Kane. Sauf que Kane était on fire ce soir-là et porte un chokeslam sur Cena. Et à la fin, j'ai même cru qu'il allait attaquer Yves Torres. Finalement, il ne l'a pas attaqué. Le Kane de l'Attitude Era l'aurait fait, hein, clairement. Et finalement, ensuite, il se barre. Ce que j'ai noté dans ce segment, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était original. Et, euh, et j'ai noté deux choses. Euh, Attendez, parce que j'ai fait des notes. Oui, Yves Torres joue très très bien son rôle. Elle a commencé à pleurer, mais vraiment instantanément. J'ai trouvé qu'elle jouait très très bien. Vraiment, elle m'a bluffé. Elle a vraiment très bien joué. Et j'ai également noté, c'était le bon vieux Kane crédible qui faisait peur. C'est vrai qu'à l'époque, moi, franchement, quand il était revenu, je pensais vraiment qu'ils allaient lui donner un gros rôle et qu'il allait avoir un gros match à WrestleMania. Malheureusement, ils l'ont fucked up, comme on dit, hein, carrément, ils l'ont fucked up. C'est, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Quand je vois le Kane de 2012 et le Kane de 2015, il y a un monde d'écart de crédibilité, c'est juste incroyable. C'est pas juste le masque, c'est ses rivalités, c'est sa façon de catcher, c'est tout. Je veux dire, voilà. Kane, c'est même pas une question de physique, parce qu'au final, au physique, il a pas perdu, il a pas gagné de muscle, il est resté pareil. C'est juste que voilà, faut leur donner une crédibilité à ce pauvre Kane. Ou au pire, il pense à retraite, parce que bon, il a déjà 48 ans, faut peut-être laisser la place aux jeunes, et c'est bien dommage quand même quoi, d'en arriver là avec un mec comme Kane. Donc voilà. Victoire, enfin, non, double disqualification, enfin, double décompte extérieur, donc pas de vainqueur entre John Cena et Kane. Toujours pas un véritable vrai bon match, quoi. Donc bon. Et ce match-là ne va certainement pas s'arranger, puisqu'on entame le quatrième match de la soirée. On voit Drew McIntyre débarquer, encore une fois, ça m'a fait le plaisir de le revoir. Pareil, en parlant de un gars qui avait beaucoup de potentiel et qui a été, bah, qui ont fait de la merde avec, quoi. Drew McIntyre, je pense que voilà, ça m'a fait, enfin, ça me fait chier pour lui parce qu'il avait vraiment un potentiel qu'ils l'ont pas utilisé. C'est bien dommage. Et finalement, moi, je m'attendais à avoir un match intéressant. Et parce que j'ai pas regardé la carte, hein, avant de regarder le show. Et finalement, Brodus Clay débarque. Pendant son entrée, j'ai eu un fou rire. Parce que je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, ce mec, avec son entrée, j'étais en pleurs tellement j'étais mort de rire. Je veux dire, voilà. Finalement, Brodus Clay bat Drew McIntyre en 1 minute 6. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Le gâchis qu'ils ont fait avec Drew McIntyre.
Forcément, je vais pas donner mon avis sur un match qui dure une minute, hein. Je pense que non. Et finalement, ouais, victoire de Brodus Clay avec son splash en courant, je sais pas comment ils ont appelé ça, le running splash peut-être, j'en sais rien. Enfin bref, voilà quoi. Sans commentaire. Je vais directement passer au cinquième match, opposant CM Punk, le champion de la WWE, à Dolph Ziggler pour le championnat de la WWE, avec comme arbitre spécial John Laurinaitis. Alors, John Laurinaitis est arrivé sur le ring et a dit que lui, il allait juste rester hors du ring, donc en fait un vrai arbitre a arbitré le match. Au passage, John Laurinaitis, pareil, j'étais mort de rire quand je l'ai revu, parce que je me rappelle que sa gueule de con me saoulait, mais sa voix me faisait tellement rire quoi, quand il arrivait, qu'il prenait le micro, c'était toujours la même phrase là. Hi, I'm Mr. John Laurinaitis, and I'm the ouais voilà, je vais arrêter là parce que sinon, voilà. Mais voilà, sa même voix monotone me fera toujours autant rire, quoi. Bref, on va se concentrer sur le match. Donc, alors, le CM Punk Dolph Ziggler a duré exactement 14 minutes 33. Euh, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Sincèrement, moi je pense qu'entre les deux, on aurait pu avoir un match largement mieux. On peut avoir bien mieux entre les deux. Après, je vais pas faire mon focus, c'était un très bon match. Franchement, j'ai bien aimé. Ce que je vais détailler vraiment la fin du match, qui est assez longue au final, que j'ai beaucoup aimé car c'était très original en fait. En fait, on a Ziggler pendant le match qui a poussé Punk donc sur l'arbitre initial, qui donc ensuite est tombé hors du ring. Ensuite, donc Punk dans la foulée porte son Anaconda Vice sur Dolph Ziggler. Malheureusement, bah, vu que l'arbitre était pas en état de compter, forcément il demande à John Laurinaitis de faire le taf. Euh, mais finalement, Laurinaitis lui dit en gros bah, que lui il s'occupe bah, de l'arbitre quoi, qui est à terre. Finalement, dans la suite, dans la foulée, il y a Dolph Ziggler qui se relève et tout, qui veut encore une fois attaquer Ziggler. Ziggler le contre et lui fait un petit paquet qui dure un bon moment. Encore une fois, John Laurinaitis est hors du ring et s'occupe toujours de l'arbitre, chose qui énerve CM Punk, qui commence un petit peu à être assez insultant avec. Euh, Finalement, voilà. Euh, Ensuite, CM Punk dans la foulée encore une fois. Donc ça s'est vraiment fait dans un à la foulée, dans comment dire, à la suite. On a CM Punk qui prend Fireman Scary Dolph Ziggler pour le porter le JTS. Sauf que les pieds de Ziggler touchent la nuque de John Laurinaitis. Donc John Laurinaitis sort du ring, se tient le cou, fait ah j'ai mal, j'ai mal. Bon voilà, ce qui énerve encore une fois CM Punk. Finalement, l'arbitre initial revient euh, dans le ring, avec beaucoup de mal mais revient quand même. Au final, CM Punk retente un JTS qui est contré en face Messer. Ça, je m'y attendais pas du tout. C'était un très très bon combo. Finalement, il arrive à se dégager à deux. Ensuite, on a CM Punk finalement qui arrive à porter le coup du boomerang sur Dolph Ziggler dans le coin du ring, qui enchaîne avec un JTS. Victoire donc de CM Punk. Euh, j'ai beaucoup aimé, sincèrement, la fin, qui était assez originale. Après, moi, sincèrement, in-ring, je m'attendais à mieux. Le match a duré 14 minutes 33. Je pense qu'entre CM Punk et Dolph Ziggler, on aurait pu avoir un match 5 étoiles. Malheureusement, actuellement, c'est impossible de l'avoir, ce match, car CM Punk a arrêté, je pense que tout le monde le sait. C'est bien dommage. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Vraiment un bon match de championnat WWE. Et ça me manque de voir CM Punk. Enfin, ça m'a fait plaisir de le revoir CM Punk. Et ça, c'était un vrai champion WWE, quoi. Ça, c'était pas un champion en carton qui venait à chaque show et qui était super bon dans le ring, quoi. Donc, bah, ça m'a fait vraiment regretter de revoir CM Punk, mais ça m'a fait plaisir. Et là, on va arriver au fameux Royal Rumble match que tout le monde attend. Match cette année-là qui avait duré un peu moins de 55 minutes. Il a duré 54 minutes et 53 secondes pour être précis. Je vais pas vous dire tous les rentrants. Je vais juste vous dire vraiment les rentrants qui m'ont marqué dans ce match. Parce que sinon, voilà quoi. Alors, ce que j'ai noté, donc on a commencé avec le Miz qui rentre en numéro un, qui commence un speech en disant en gros qu'il est peut-être au premier, c'est peut-être le premier à entrer sur le ring mais qu'il a pas peur, qu'il était pas favori à WrestleMania 27 mais qu'il a battu John Cena et que donc ce soir il va faire le même coup
il va gagner le Royal Rumble et aller à WrestleMania dans le main event. Voilà, speech qu'on a l'habitude d'entendre de sa part et de la part de ceux qui prennent le micro en numéro un. C'est souvent les mêmes speeches qui ressortent. En numéro 2, c'est Alex Riley qui rentre. Pareil, ça m'a fait assez bizarre de le revoir sur le ring, lui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en action. Son thème m'avait manqué. Moi, j'aime beaucoup son thème à Alex Riley. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, donc finalement, Alex Riley se fait rapidement éliminer. En numéro 3, on a Art Shows, autre ex-coéquipier du Miz qui rentre. Voilà. Ensuite, on va passer au numéro 7. Premier gros, enfin, surprise entre guillemets, Mick Foley, la légende qui rentre. Bah voilà, c'était assez marrant de le voir. En numéro 8, je l'ai noté parce que j'étais mort de rire. Je m'y attendais pas du tout. Ricardo Rodriguez qui rentre. Alors, à savoir qu'à l'époque, il avait le même thème forcément qu'Alberto Del Rio, donc tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui. On voit une voiture arriver de loin, donc on se dit bon bah c'est lui quoi. Sauf que quand on rapproche, on voit une voiture défoncée quoi. On aurait dit qu'il avait été là chercher à la casse. On aurait dit qu'il avait été à la casse juste avant quoi. Et finalement on voit que c'est Ricardo Rodriguez, son annonceur personnel à l'époque, qui rentre dans le Rumble. Alors là j'étais mort de rire parce que je m'y attendais pas du tout. En numéro 9, on a Santino Marella, donc alors là on est vraiment dans le moment marrant, fun quoi du show, enfin du match quoi. Et à noter, j'ai noté également un segment très marrant puisque on a Mick Foley qui sort Mister Socko et Santino Marella qui sort le Cobra. Ils se font une bataille de chaussettes. Bah oui, franchement, ça m'a fait rire quoi. C'est assez, enfin, ce genre de moment c'est toujours marrant dans le Rumble. Après, faut pas non plus que c'est pendant tout le match, mais je veux dire, voilà, un petit segment comme ça pendant le match, c'est toujours marrant, ça se prend toujours. En numéro 12, alors là par contre j'étais énervé, Jerry the King Lawler. Énervé pourquoi? Bah d'une parce que je suis pas fan de lui. Je le trouve toujours d'une nullité absolue dans le ring. Et en plus de ça, le mec prend du spotlight à une superstar du main roster. Enfin c'est le genre de rentrant dans le Rumble qui m'énerve. En numéro 17, le King Booker. Enfin Booker T plutôt. Can you dig it, Suka? Bon, son entrée m'a fait plaisir, même s'il est pas resté très longtemps. Mais bon, il a quand même plus de crédibilité que Jerry Lawler, hein, excusez-moi. Même si ça prend encore une fois une place dans le Rumble. Hein. Après, ce que j'ai noté, oui, Kofi Kingston pendant le match. Donc vous savez que la spécialité de Kofi Kingston pendant le Royal Rumble, c'est de se sauver d'une situation compliquée et de donc se sauver dans le Rumble. Et cette année-là, en fait, il était contre les cordes, il a glissé en fait, mais ses deux mains touchaient le sol, mais pas ses pieds, donc il n'était pas éliminé. Il a fait le poirier en fait. Ensuite, il a mis ses pieds sur l'escalier, il est rentré dans le ring. C'était assez cool. Après, c'était pas forcément son sauvetage le plus impressionnant. Moi, je me rappelle quand il avait été amené par Rousseff l'année dernière, c'était assez cool quand il avait sauté la barricade. Pareil, quand il avait pris le fauteuil, c'était assez intéressant. Bon, c'était quand même cool, quoi. En numéro 19, on a James Duggan, la légende, qui rentre. Ça m'a fait rire parce qu'il a toujours, il est très populaire auprès des fans de catch américains. Son fameux J'étais mort de rire parce que le public était très réceptif à lui, c'était assez marrant. Ensuite, ce que j'ai noté en numéro 20, on a Michael Cole. Encore une fois, coup de gueule. C'est quoi l'intérêt de le ramener dans le Rumble? Il y en a aucun, quoi. Surtout que le mec, c'est limite lui qui s'élimine tout seul. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ce genre de rentrant dans le Rumble, ça m'a toujours énervé, quoi. En 21, alors là, par contre, ça, je m'y attendais pas du tout. Karma. Je me rappelle que à l'époque, avec des potes, on regardait en live sur Skype les pay-per-view. Et je me rappelle que le thème de Karma nous faisait beaucoup rire, en fait. Ne demandez pas pourquoi, on sait même pas nous-mêmes, mais à chaque fois qu'on l'entendait, on rigolait, quoi. Et quand on l'a entendu, on a fait non, c'est pas possible, elle va quand même pas rentrer. Et finalement, quand on avait vu Karma rentrer, on était mort de rire, quoi. Finalement, Karma qui fait une énorme prestation puisque elle a porté une Tiger Bomb, si je me trompe pas, sur Dolph Ziggler. Elle a éliminé quasiment, je dis bien quasiment parce que c'est pas elle qui l'a éliminé, mais Michael Cole.
Elle a éliminé Unico, assez impressionnant comment elle l'a éliminé pour une femme, c'est assez impressionnant. Finalement, après, elle se fait éliminer dans la foulée par Dolph Ziggler, mais c'est assez intéressant comme entrée. Ensuite, en 22, Sheamus, vous comprendrez pourquoi je l'ai mis dans les rentrants marquants. Rentrant numéro 22. En numéro 23, le Road Dogg. Pareil, ça, je m'y attendais pas du tout. Voilà, encore une fois, ça fait plaisir de le voir. En numéro 28, Randy Orton. En numéro 29, Chris Jericho. Et en numéro 30, le Big Show. À noter que le Big Show, apparemment, sa spécialité, c'est de éliminer les gars qui sont restés le plus longtemps dans le Rumble. J'ai fait, non mais c'est quand même pas possible que le mec, en fait, je crois que c'est vraiment sa spécialité. Encore une fois, cette année, je me rappelle, c'est lui qui a éliminé Bray Wyatt et Rusev, je crois. Enfin non, pas Rusev, mais plutôt Bray Wyatt. D'ailleurs, j'étais furieux quand il l'a éliminé. Et en 2012, il a fait le même, puisque il y a deux catcheurs qui sont restés très longtemps cette année, enfin cette année-là. C'était le Miz qui est resté 45 minutes et Cody Rhodes qui est quasiment resté 42 minutes. D'ailleurs, Cody Rhodes, j'ai noté très gros rumble de Cody Rhodes cette année-là, puisqu'il a éliminé 6 superstars, ce qui en fait de lui le catcheur qui a éliminé le plus de superstars dans ce rumble-là. Et donc, le Big Show élimine les deux en même temps, en plus, vraiment comme des grosses merdes. J'ai fait, oh là là, c'est pas possible, hein. Le Big Show, de toute façon, moi, il me saoule, vraiment, il me casse les couilles. Excusez-moi du terme, mais moi, j'en peux plus de ce mec. Et finalement, en fait, donc on arrive au Final Four assez rapidement, puisque le top 4 au final, il restait le Big Show, Randy Orton, Sheamus et Chris Jericho. Un top 4 qui a comme beaucoup plus de gueule que celui de cette année, hein. Même s'il y avait le Big Show, je dirais là, ce top 4 là, il a quand même de la gueule par rapport à celui de cette année. Et le top 2 va arriver en fait très très rapidement, puisque le top 4, donc forcément les 4 s'observent, il y a un petit temps d'observation, puis ensuite ils se foncent dedans. Et en fait, au bout d'un moment, on a Randy Orton qui porte son RKO sur le Big Show. Finalement, lui et Sheamus le prennent et essayent de le faire passer par-dessus les cordes. Finalement, le Big Show, pardon, repousse Sheamus. Finalement, Orton en profite pour éliminer le Big Show. Et dans la foulée, pendant que Orton avait éliminé le Big Show, on a Jericho qui arrive en rapace qu'il est pour éliminer Orton. Donc on arrive aux deux derniers, Sheamus contre Chris Jericho. Au niveau de la foule, les mecs étaient, enfin, en grande partie pour Jericho, et il y avait quand même également pas mal d'applaudissements pour Sheamus. C'était assez mitigé. Il y avait pas, enfin, il y avait quand même Jericho qui se ressortait un peu plus quand même, mais c'est vrai que Sheamus n'était pas non plus sifflé quoi. Euh, et finalement, on a eu un bon final entre les deux, parce que généralement, c'est vrai que je trouve que maintenant comment dire, la finale entre les deux derniers est assez bâclée. Moi, je trouve que cette année-là, la finale n'avait pas été si bâclée que ça. J'ai trouvé vraiment pas mal. Ça vaut pas le Michaels Taker du Rumble 2007, qui est pour moi la meilleure finale de Royal Rumble, voilà. Mais c'était vraiment intéressant. Et au final, en fait, à la fin, on a Jericho qui est sur le côté du ring, mais du mauvais côté, quoi. Et au bout d'un énième sauvetage, Sheamus en a ras-le-bol. Il prend de l'élan, Brock kick, Chris Jericho éliminé. Victoire de Sheamus. Euh, Chose que j'ai à dire quand même, c'est bien dommage qu'un catcheur avec le talent et le palmarès de Chris Jericho, c'est quand même une honte qu'un mec avec un tel talent n'ait jamais gagné le Rumble. C'est d'ailleurs, je crois, la seule chose qui lui manque à son palmarès, avec le Money in the Bank. Ce qui est quand même assez fou, quoi, parce que c'est quand même lui qui a créé le concept du Money in the Bank. Ils l'ont quand même jamais donné, c'est quand même fou, quoi. Mais bon, victoire de Sheamus. Ce que j'ai noté, c'est que contrairement à Roman Reigns et à Batista ces deux dernières années, le favori de la foule qui s'est fait éliminer, eh ben, il a beau avoir été éliminé, Jericho, Sheamus n'a eu aucun sifflet. Même ceux qui n'étaient pas pour lui ne l'ont pas sifflé. Il a eu aucun sifflet. Pourquoi, à votre avis? Je vais vous dire pourquoi, selon moi, il n'a eu aucun sifflet. C'est que déjà, Sheamus est beaucoup plus, comment dire, il a commencé dans le main roster en 2009. Il a eu un certain run solo, puisqu'il est resté 3 ans dans le main roster, enfin, 2 ans et demi, on va dire, parce qu'il a commencé fin 2009.
Là, c'était début 2012, donc on va dire les 2 ans et demi. Euh, il a eu quand même une certaine histoire dans le main roster. Il a eu des grosses rivalités contre Triple H, contre Cena. Euh, il a été champion du monde poids lourd. Je veux dire, voilà, il a fait quelque chose avant de gagner le Rumble. Je veux dire, il est pas arrivé comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Il n'a pas gagné le Rumble. Il a quand même eu un certain palmarès avant de pouvoir espérer gagner ce Rumble. Roman Reigns, je veux dire, voilà, je vais pas évoquer son cas pour la millième fois, mais le mec, en termes de run solo, il a commencé en avril avec la dissolution du, enfin non, en mai plutôt, je crois. Ouais, c'était en mai, avec la dissolution du Shield, sachant qu'il a été blessé pendant quasiment 4 mois. La seule victoire prestigieuse qu'il a eue, c'est contre Randy Orton. Et le seul titre majeur, enfin, le seul titre qu'il a gagné, c'est les ceintures par équipe. Je ne compte pas le Rumble, hein, parce que sinon ce serait trop facile, mais je veux dire, Roman Reigns, ils sont, en fait, pour moi, ils sont en train de le cramer. Clairement, en fait, ils sont en train de le cramer. C'est pas Roman Reigns le fautif, hein. C'est la WWE qui le crame. C'est eux qui le crament. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, ce que j'ai noté de ce Rumble match, en fait, c'est que le contenu in-ring était meilleur que celui de, par exemple, de cette année, ou même de l'année dernière. Par contre, au niveau des participants, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, on a quand même, dans les participants, on a Ricardo Rodriguez. Je suis désolé, même si ça m'a fait plaisir, il avait pas participé, quoi. On avait quand même Jerry Lawler, Booker T, qui est quand même un commentateur, faut le dire. Jim Duggan, à la rigueur, ça passe, c'est une légende. Michael Cole, à noter. Karma, je le mets pas dedans. Enfin, je la mets pas dedans, pardon, parce que voilà, ça me, voilà. Voilà. On a 4 participants, pour moi, qui n'avaient rien à faire là. Vraiment du foutage de gueule. Et je pense que vraiment, les deux qui ont vraiment rien à faire là, c'est Michael Cole et Jerry the King Lawler, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des, ils ont rien à faire là, quoi. C'est vraiment le genre de participant du Rumble qui me met hors de moi, quoi. Voilà. Donc, alors, écoutez, mon ressenti final sur ce show, je l'ai trouvé sincèrement moyen. Il y a des gens qui qui étaient furieux par rapport à la qualité du Rumble de l'année dernière et de cette année. Sincèrement, le 2012 est peut-être pas forcément au-dessus. Sincèrement, je veux dire, franchement, dans le show, à part le CM Punk Dolph Ziggler et le Royal Rumble match, le reste, c'est vraiment du moyen. Ils auraient pu faire un bon match avec Kane et John Cena. Malheureusement, la fin a tout niqué. C'est bien dommage. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce show sincèrement assez moyen. Si je devais me remater un Rumble demain, ce serait certainement pas celui-là. Voilà. Mais voilà. Enfin, je veux dire, franchement, bon, le show est moyen. Après, j'ai vu des shows bien plus pires que celui-là. Voilà. Donc, ben voilà, c'était mon ressenti sur le Royal Rumble 2012. Je vous invite à donner le vôtre si vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à le voir. Donnez votre avis. Moi, sincèrement, je l'ai trouvé moyen. Voilà. C'est certainement pas le pay-per-view 2012 que je vais retenir. Clairement, et c'est certainement pas le Royal Rumble pay-per-view que je vais retenir. Donc voilà, donc ça c'était ma vidéo review du Royal Rumble 2012. Ma prochaine vidéo viendra en fin de semaine, soit samedi ou dimanche. Je vais essayer de finir le dernier pay-per-view de 2008. Comme ça, je pourrais faire la fameuse review. Pareil qu'un abonné m'avait demandé sur les trois, euh, les trois meilleurs pay-per-view de 2008. Vous inquiétez pas, hein, j'ai eu beaucoup de demandes de review à faire. Donc, si le vôtre arrive, vous inquiétez pas. De toute façon, il va arriver. Vous inquiétez pas, il va arriver. Je peux pas vous dire quand, mais il va arriver. C'est sûr et certain. Là, je pense que là, jusque WrestleMania, je pense que je vais enchaîner les reviews. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que j'ai pris beaucoup de retard. Et voilà quoi. Donc écoutez, bah moi je vais vous laisser. Je vous invite à commenter la vidéo, à donner votre avis. Et puis bah moi je vous laisse. Salut.